Bonjour, donc pour ce deuxième TD en ligne, on voit la séance 6 sur le droit des brevets, sur un peu la fin en tout cas deuxième séance sur le droit des brevets, avec trois choses, trois notions. Tout d'abord, il y avait donc un exposé sur les licences imposées aux titulaires d'un brevet, que j'ai vu, qui est de bonne qualité, on va en reparler. Ensuite, on parlera rapidement des deux arrêts des séances 7 et 8. Et enfin, en fait, c'était le sujet que je trouvais le plus intéressant, en tout cas que je voulais aborder en TD, c'était le sujet, faut-il reconsidérer le monopole du breveté? On en dira deux mots. Euh, Tout d'abord, sur l'exposé, les licences imposées aux titulaires d'un brevet, donc c'était Camille, Adèle et Ananda qui l'ont réalisé. Exposé assez intéressant, assez descriptif. Il manquait peut-être les points de réflexion, mais j'invite également Camille, Adèle et Ananda à communiquer leur une sorte de PowerPoint qu'ils ont réalisé et qui est intéressant. Donc communiquez-le si vous le souhaitez, où on a justement une présentation des différentes licences imposées aux titulaires d'un brevet, à la fois avec cette distinction, oui, les licences d'office et les licences judiciaires. Euh, donc c'est voilà, c'est intéressant. Je vous renvoie à votre cours pour tout le détail de ces différents types de licences pour défaut d'exploitation, les licences de dépendance et ensuite toutes les licences, euh, notamment dans l'intérêt de la santé publique ou pour la défense nationale. Euh, donc je vous renvoie à votre cours ou éventuellement au PowerPoint. Toutes ces licences imposées, si elles sont imposées, c'est contraire au droit de propriété. Si on les impose, c'est parce qu'il y a un autre intérêt, un autre principe, une autre valeur qui est mis en balance. C'est toujours cette question d'équilibre entre d'un côté on a un droit de propriété et de l'autre on a un autre intérêt à prévaloir. Euh, les licences imposées en matière de santé publique, voilà, parce qu'on a la santé publique, on a l'accès à la santé pour tous, également pour des pays en développement où on a une licence aussi qui est particulière, qui existe, parce qu'on a un principe, une valeur que l'on veut protéger. Euh, mais d'un autre côté, on a le droit de propriété du breveté, et donc il faut trouver un point d'équilibre. Notamment en matière de brevets de médicaments, puisque une des grandes critiques du droit des brevets, une critique qui se fait entendre du régime juridique du droit des brevets d'invention, c'est il ne devrait pas exister en matière de brevets de médicaments. Parce que voilà, ça prive, dès lors qu'un quelqu'un n'a pas les moyens pour payer le médicament, il n'y a pas accès. Donc dès lors, ça prive une certaine partie de la population de l'accès à ces médicaments, et notamment des pays pauvres. C'est vrai que nous en France, on le ressent moins parce que de toute façon, tous les médicaments sont pris en charge par la sécurité sociale, mais vous imaginez dans un autre état où c'est pas le cas, et eh bien voilà, vous avez toute une partie de médicaments qui n'ont pas que beaucoup de personnes, des milliards de personnes sur Terre ne peuvent pas acheter, y avoir accès, et donc ils sont obligés d'attendre 20 ans que le brevet tombe dans le domaine public pour enfin pouvoir être soigné comme les autres. Donc il y a une grande critique qui existe par rapport à ça, qui s'est fait ressentir au niveau de l'OMC, et donc c'est pour ça, pour trouver un point d'équilibre, eh bien, on a mis en place ces licences dans l'intérêt de la santé publique ou les licences pour en matière de fabrication de certains types de médicaments. Donc voilà, mais c'est vraiment le point d'équilibre. Les licences obligatoires, c'est le point d'équilibre entre différents intérêts en présence. Donc voilà, sur un sujet qui est assez intéressant, en tout cas, relisez votre cours sur ça, relisez le code euh, sur ça, mais toujours avoir cette idée en tête, pourquoi est-ce qu'on vient limiter le monopole du titulaire du brevet? C'est parce qu'il y a un autre intérêt en présence. Faut-il reconsidérer le monopole du breveté? Là, je vais mettre le support écrit, ça sera sur ça, ce sera une proposition de correction. Notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que je vous proposerai trois façons d'envisager ce sujet-là, et donc avec trois plans différents. Euh, pour, parce que comme n'importe quel sujet, notamment une dissertation, on peut le traiter de n'importe quelle façon. Euh, Rapidement, là, pour présenter ce sujet, faut-il reconsidérer le monopole du breveté? C'est une question. C'est pas une phrase affirmative. Donc ça veut dire que il faudra apporter une réponse dans votre dissertation. Et, euh, et quand on dit faut-il reconsidérer le monopole du breveté, vous êtes libre de dire oui, non. Souvent, vous avez tendance en disant oui, vous allez uniquement attaquer dans cette idée contestataire, et donc vous allez attaquer le brevet en disant non, ça ne sert à rien, il est mal fait.
La réponse peut être oui, non, et la réponse souvent elle est nuancée. Il y a des choses bien, des choses pas bien, on pourrait le faire évoluer sur des petits éléments. D'ailleurs, le sujet c'est faut-il reconsidérer. Reconsidérer, ça implique, c'est pas remanier, c'est pas modifier, ça veut dire presque de tout revoir, de tout remettre à plat. C'est pas faut-il modifier le monopole du breveté, c'est faut-il reconsidérer, donc d'avoir une autre façon de le penser. Donc ça aussi, travailler bien sur chaque terme du sujet. Et là, j'ai utilisé le mot monopole. Pourquoi est-ce que j'ai pas dit la propriété? Faut-il reconsidérer le brevet, tout simplement? Là, on dit le monopole du breveté, donc c'est pas le droit de propriété, donc là aussi, ça peut être un des sujets. Le monopole, est-ce que c'est un droit de propriété? Est-ce qu'il faut voir justement, il faut revoir le droit de propriété, le droit exclusif, le droit qu'on accorde au breveté? Ça, vous pouvez le voir de plein de façons. En tout cas, si on se pose cette question-là, c'est il peut exister des problèmes. En tout cas, c'est on sous-entend qu'il existe des problèmes à ce monopole du breveté. Alors, est-ce que c'est des problèmes qui concernent le breveté, ou est-ce que c'est parce qu'il aurait un droit qui n'est pas suffisamment fort ou trop fort? Mais est-ce que ça pourrait être des problèmes qui concernent également l'État, les concurrents, les consommateurs? On a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées par ce monopole. Dans ce type de sujet, il faut lister les différents problèmes qui peuvent exister. On a déjà là évoqué certains rapidement avec l'accès aux médicaments brevetés, notamment dans les pays en développement, et que j'avais travaillé un peu sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, on est typiquement d'ailleurs dans ce cas-là, dans le cadre du Covid-19, ça pourrait d'ailleurs enrichir vos débats. C'est si aujourd'hui on a un problème de masque, vous avez des brevets sur un masque, vous avez un brevet sur un médicament, le futur médicament qu'on pourra créer pour soigner le Covid-19 ou un brevet de médicament sur du gel hydroalcoolique. Si quelqu'un a un monopole et dit ah bah par contre si vous voulez faire du gel, eh bien il faudra me payer des royalties, là on arrive et on met une licence d'office, on dit non, là il y a une urgence sanitaire, donc n'importe qui pourra utiliser, reproduire le monopole du breveté. Certes, on lui accordera des sous au breveté, mais la licence d'office, elle a son intérêt ici. Bref, en tout cas, si on revient au sujet, un des problèmes, c'est donc l'accès aux médicaments brevetés. Toutes les questions des brevets de médicaments, c'est un vrai problème qui existe. Ce qui pose la problème du champ d'application du brevet. Est-ce qu'il doit vraiment être dans tous les domaines techniques tels qu'il existe aujourd'hui, ou est-ce qu'il ne devrait pas être limité? On devrait exclure, par exemple, la matière alimentaire ou la matière médicale. Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser et qui revient assez souvent, et qu'on retrouve également en obtention végétale. Voilà, les autres problèmes, bah, c'est les patent trolls. Aujourd'hui, voilà, le brevet qui est utilisé contre sa fonction première, et donc c'est pour ces poules de brevets uniquement pour agir en contrefaçon, pour faire de l'argent. C'est pas la fonction première, donc ce qui pose la question de la fonction sociale du brevet. Donc cette idée de récompenser et d'encourager l'innovation. Donc oui, mais est-ce que c'est vraiment celle-ci qui existe? Dans quelle mesure elle a été reconnue par l'Union Européenne, par l'OEB? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Ce qui permet aussi de revenir aussi sur un des problèmes, c'est la qualification du droit du monopole du breveté. Est-ce que c'est un droit de propriété? Est-ce que c'est pas un droit de propriété? Voilà, donc un certain nombre de problèmes. Et puis après, toutes les autres questions les autres questions sur la brevetabilité des logiciels, sur les inventions biotechnologiques, sur le lien entre les obtentions végétales et le brevet, et ainsi de suite. Donc ça, c'était un exemple. Un exemple de certains problèmes, vous pouvez en voir un certain d'autres. Et une fois qu'on a mis tout ça sur table, eh bien, on essaie d'en tirer des problématiques et des plans. Par exemple, donc 3 problématiques. Première problématique que j'ai pu tirer, l'unité du droit du breveté doit-il éclater pour obtenir un régime juridique adapté à chaque domaine de brevetabilité? Donc on ne devrait plus avoir un seul droit du brevet, mais une multitude de droits du brevet, et donc on a pu commencer avec le droit des obtentions végétales, par exemple. Deuxième problématique, la prise en considération d'intérêts sociaux nouveaux doit-il amener à une restriction du monopole du breveté? Et donc c'est apporter encore plus d'exceptions au monopole du breveté. Et enfin, troisième angle d'attaque, la nature juridique du monopole du breveté est-il adaptée face aux difficultés contemporaines? Et donc là, c'est une troisième possibilité d'agir de traiter le sujet, et avec un autre plan que je vous proposerai. Donc je vous renvoie au détail du document que je vais mettre en ligne,
que vous allez regarder, et puis aussi ces 3 plans. Et donc n'hésitez pas si vous voulez me communiquer aussi votre plan. Et pour terminer, les arrêts des séances 7 et 8. L'arrêt de la séance 7, il est intéressant sur, alors c'est plus il est intéressant sur les notions juridiques qu'il met en avant. Dans cet arrêt, donc l'Assemblée plénière du 7 février 2012, on a le principe qui est posé, qui est, je vais vite, mais comme ça vous pouvez mettre pause pour récupérer l'arrêt. Un principe qui est posé, c'est en cas de nullité d'un brevet. Nullité d'un brevet parce que a posteriori on se rend compte qu'il y a un défaut de nouveauté par exemple. Donc nullité d'un brevet. Un brevet, c'est un acte juridique, parce que c'est l'enregistrement du brevet. Donc certes, c'est un droit de propriété, mais c'est d'abord, le brevet en réalité, c'est un acte juridique. Donc s'il y a un défaut dans l'acte juridique, eh bien c'est bien une nullité qui est prononcée. Une nullité, comme n'importe quel contrat, effet anéantissement rétroactif. Et donc anéantissement rétroactif et caractère absolu, ça veut dire qu'il est opposable à tous. La nullité, elle est opposable à tous. Donc c'est absolu avec anéantissement rétroactif. Or, vous savez, s'il y a une nullité d'un contrat, eh bien on procède à des restitutions. Donc ça c'est le principe. La question s'est posée, c'est oui, mais s'il y a une nullité du brevet, mais en fait avant on a eu une décision, on a eu un procès de contrefaçon et donc il y a une condamnation à des dommages et intérêts pour contrefaçon. On dit s'il y a une nullité du brevet, du coup en réalité il n'y aurait jamais dû avoir d'acte de contrefaçon qualifié. Donc comme on a payé des dommages et intérêts, eh bien on devra restituer les sommes versées à ce titre. Donc c'est une vraie question qui pouvait se poser. Mais en réalité la décision elle était connue et elle résultait des textes, mais elle pouvait être interprétée de différentes façons, mais en réalité elle n'est pas surprenante. C'est qu'une décision de justice elle a un effet absolu. Une décision de justice a également... Enfin, dans une décision de justice, on dit qu'une décision de justice elle a une autorité absolue, il y a une autorité absolue de la chose jugée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est jugé et que c'est définitif, il n'y a plus d'appel, on ne peut pas le remettre en cause. Et c'est absolu dans le sens où c'est le monde, la France entière est concernée par cette condamnation. Même s'il y a un effet relatif, c'est-à-dire que la décision qui vaut pour une partie ne va pas forcément valoir pour une autre. Mais il y a bien une autorité absolue qui est attachée aux décisions de justice en France, et donc on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas revenir dessus, donc quand bien même après il y a une nullité qui était prononcée, sur un contrat ou ici sur un acte juridique, le brevet, eh bien on ne peut pas remettre en cause cette décision de justice. Et donc c'est pour ça que le sens de cette décision, elle n'est pas choquante, elle est normale juridiquement. C'est que eh bien, la décision de contrefaçon, elle est devenue définitive, elle a l'autorité absolue de la chose jugée, et donc on ne peut pas en redemander la restitution des sommes. Ce qui était intéressant ici, c'est que c'était l'argument du demandeur, de Monsieur X qui a formé le pourvoi, c'est que lui justement il voulait aller sur l'enrichissement injustifié. Enfin, maintenant on appelle ça si l'enrichissement injustifié, l'enrichissement sans cause, en disant oui mais il a été enrichi alors qu'il n'y avait aucune cause à son enrichissement. Donc là non, la Cour de cassation maintient bien, enfin en tout cas l'Assemblée plénière affirme bien qu'il n'y a aucun remboursement, restitution des sommes qui est possible. C'est dans un objectif toujours de sécurité juridique. On pouvait toujours en discuter et le contester parce que finalement en fait en droit pénal on arrive bien à remettre en cause des décisions de justice pour des personnes qui ont été condamnées d'une manière définitive à de la prison, et il y a bien des révisions de procès. Donc ça peut nourrir aussi une réflexion d'aller voir dans d'autres droits où il y a des possibilités de rouvrir des procès. Donc, pourquoi pas ici. Voilà. Et puis pour l'autre arrêt de la séance suite de 9 décembre 2014, je ne vais pas en dire grand chose parce que ça concerne les inventions de salariés. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Relisez-le puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants sur les inventions de salariés, mais j'en dirai pas plus ici. Voilà pour cette vidéo. Bon confinement et à bientôt. Au revoir.